Bienvenue dans le débat. Il est consacré au 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Israël qui avait annoncé des frappes d'une force sans précédent contre des cibles comme le centre de commandement des gardiens de la Révolution, mais aussi sur la prison d'Evin après plusieurs séries de missiles tirés par l'Iran sur Israël. La riposte de l'Iran après l'opération américaine a démarré. Elle a commencé puisque l'Iran cible en ce moment même des bases militaires américaines au Qatar. Le Qatar qui dit à l'instant qu'il se réserve d'ailleurs le droit de répondre après une telle attaque de l'Iran sur les bases américaines justement du Qatar. On va y revenir longuement avec mes invités. On va revenir sur cette riposte donc de l'Iran avec Yasmina Asrargis. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à l'université de Princeton, cofondatrice de l'Atlantic Middle East Forum. Bienvenue à vous. En face de vous, Rina Bassis. Bonsoir. Bonsoir. Correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice également pour le journal américain Al Monitor et ancienne diplomate. À côté de vous, le général Jean-Paul Palomero, c'est avec nous ce soir. Bonsoir, général. Ancien commandant suprême, allié de la transformation de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air également. Bienvenue. Et Bruno Darou, notre chroniqueur international, est avec nous ce soir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Stéphanie. Direction tout de suite Washington. On retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant, parce que cette riposte iranienne, elle vient littéralement de commencer avec ces attaques contre les bases américaines de Doha, donc au Qatar et peut-être même en Irak. Qu'en est-il, Mathieu ? Alors, à en juger par la rapidité avec laquelle le département d'État et le Pentagone ont communiqué ces toutes dernières minutes, l'hypothèse d'une frappe iranienne sur la base américaine Al-Udeid, pour ne citer qu'elle, était grande, c'est évident. Ce que nous dit le Pentagone d'abord, l'ensemble des forces américaines dans la région, c'est-à-dire au Qatar bien sûr, mais également en Méditerranée orientale, en Jordanie, les reliquats des troupes en Irak évidemment, au Bahreïn et même en Turquie, jusqu'en Turquie, tous ces éléments sont en alerte maximum, bien entendu, et à commencer par les groupes aéronavals qui croisent dans la région et qui viennent de faire décoller plusieurs chasseurs F-35, nous dit le Pentagone. Le Pentagone confirme également que l'ensemble des aéronefs sensibles qui étaient stationnés sur cette base au Qatar ont été redirigés vers des bases des pays frontaliers, voire même en Europe, où se trouve l'état-major de CENTCOM. Pour ce qui est du département d'État maintenant, ordre est donné à tous les ressortissants américains vivant à Doha, au Qatar ou à proximité d'intérêts américains également dans la région, de se mettre à l'abri, je cite, ce sont les mots du département d'État, dans l'attente d'évacuation. Rappelons qu'une part significative du personnel diplomatique, au moins, avait déjà été évacuée ces dernières semaines. Soyons parfaitement clairs, nous assistons en ce moment à l'escalade qui était redoutée par les chancelleries occidentales, après les frappes américaines sur les infrastructures nucléaires iraniennes, évidemment, le week-end dernier. Dans l'une de ces toutes dernières communications, Donald Trump avait pourtant prévenu le régime de Téhéran en formulant clairement que si une emprise américaine était frappée, la riposte américaine serait, je cite, infiniment plus brutale, pour reprendre ces mots. Nous n'assistons donc vraisemblablement pas au dernier épisode de cette guerre, Stéphanie. Merci Mathieu Mabin, donc en direct de Washington. Vous restez avec nous pour nous donner les toutes dernières informations. Général Jean-Paul Paloméros, je me tourne bien sûr vers vous, puisque l'émission a déjà pris une autre tournure, puisque effectivement elle s'appelait déjà la riposte iranienne, mais on est en plein dedans. Le Qatar qui dit à l'instant avoir intercepté avec succès donc des missiles visant une base américaine. On s'attendait bien sûr, il y a près de 40 000 soldats américains présents dans l'ensemble de ces pays, lorsqu'on met le Bahreïn, le Koweït, le Qatar ou encore, me semble-t-il, l'Arabie Saoudite. Pourquoi, à votre avis, d'abord, les bases américaines au Qatar ont-elles été ciblées ? Parce que c'est la cible idéale. Ce sont des centres de commandement. Ils sont très visibles. On peut pratiquement les séparer. La base d'Al-Udeid, elle est énorme. Il y a plus de entre 10 et 12 000 personnes dessus. De nombreux avions de différents pays, mais le Qatar, bien sûr, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Donc, c'était un peu la base phare. Et en plus, il se trouve que le commandement central, qui a son centre d'opération à Al-Udeid, il a fait partie de ces structures de commandement qui ont conduit les opérations en Iran, contre l'Iran. Donc, c'est une sorte de réponse du tic au tac, en disant tu as attaqué mes centres de commandement enfin, en tout cas, mes centrales nucléaires, moi, j'attaque ton centre de commandement. Cela dit, en sachant que les Iraniens, ils savent pertinemment que tout ça est très bien défendu.
les meilleurs systèmes d'armes. C'est la base la plus importante, c'est la base centrale, c'est le cœur du dispositif américain dans la région. Donc il est très bien défendu par un peu ceux qui pourraient ressembler à l'Iron Dome, peu ou prou, avec des patriotes, sans doute des SAD qui sont les meilleurs systèmes de défense antiaérienne. D'ailleurs, on a vu une image d'interception, c'était une image d'interception donc oui. d'un de ces missiles iraniens. Oui, qui a fait un kill, enfin, on l'a bien vu. Donc tout ça était plutôt attendu, mais quand ça se produit, évidemment, ça ne peut pas laisser neutre. Et la question qui se pose, que vous posez, c'est what's next ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Moi, à mon avis, les Américains vont s'en prendre aux lanceurs. Enfin, ils ne peuvent pas ne pas réagir. Ils ne vont pas laisser les choses se faire comme ça. Donc ça veut dire des attaques, une riposte américaine contre des cibles militaires en Iran ? Comme le font les Israéliens pour réduire la menace des missiles balistiques. Les Américains sont fondés de le faire maintenant sur les bases et sur les sites qui ont tiré ces missiles sur leur base. Le Qatar qui affirme, Yasmina Asrargis, que l'attaque iranienne contre la base américaine est une violation flagrante de sa souveraineté. Donc oui, on est dans une escalade là, parce que même le Qatar, alors que l'Iran a pris la précaution de dire ça n'est pas contre le Qatar qu'on envoie ces missiles, c'est contre les bases américaines militaires au Qatar. Mais là, le Qatar dit, s'il y a cette attaque iranienne, nous, on peut riposter. Et puis là, on touche à des zones qui n'ont pas du tout l'habitude de voir la guerre en leur sein. On a entendu qu'à Doha, des bruits très forts et les missiles qui ont été détruits dans l'air ont résonné jusque dans les villes. Et l'aéroport de Doha, aujourd'hui, n'est plus fonctionnel. Depuis 3 heures, tous les avions sont à terre. Pareil pour les Émirats. Donc là, on rentre, si vous voulez, dans une dynamique qui n'est pas habituelle pour cette zone qui est extrêmement sécurisée et qui est une zone de business dans laquelle les Occidentaux, le monde, les Chinois, les Russes viennent justement pour cet espace de sécurité. Et donc là... amener la guerre au sein des pays du Golfe, ça transforme aussi le visage de cette région et du Moyen-Orient. On est dans une nouvelle étape, à votre avis, là, Bruno ? Oui, on est clairement dans une nouvelle étape. Je reviens 2 minutes en parlant sous le contrôle du général Paloméros. Là, je lis, c'est nos confrères du Monde qui citent des images satellites de Planet Labs PBC. Et donc, c'est assez quand même intéressant concernant la base d'Al-Udeid. C'est-à-dire qu'entre le 5 juin et le 19 juin, l'essentiel des avions américains qui étaient sur cette base ont été évacués. Alors, ce qui est intéressant, c'est la date du 5 juin. Parce que les opérations israéliennes ont débuté le 12 juin. Ça veut dire qu'une semaine auparavant, les Américains, en tout cas, on ne va pas aller trop loin, mais enfin, les Américains savaient très bien qu'il valait mieux sécuriser cette base d'Al-Udeid. Et puis sur votre question plus précisément, oui, on est presque dans alors pour parler anglais, dans un game changer, sur l'équilibre des relations. Un nouveau game changer, parce que c'est vrai qu'on on va essayer de parler français, on va une nouvelle étape, un nouveau tournant. On va dire une nouvelle configuration. Je termine juste une nouvelle configuration géopolitique au Moyen-Orient. D'ailleurs, certains de ces pays, le Qatar, les Émirats, etc., pendant longtemps, ont considéré que c'était l'Iran qui était l'élément déstabilisateur. Et maintenant, de leur point de vue, quelque part, c'est Israël qui devient l'élément déstabilisateur. Et donc, ça indique quand même on est en train de changer d'époque. Rina Bassiste, sur Israël, justement, qui devient l'élément déstabilisateur. Bon, je crois que pour l'instant, la question, ce n'est pas si Qatar va riposter ou pas. La question, c'est les États-Unis. La frappe américaine sur Fordo et sur les autres 2 sites, c'était quand même une opération très spectaculaire. Et on aurait pu penser, en fait, le président Trump a laissé le choix aux Iraniens. Ils auraient pu le concevoir comme une opération d'une fois. Ils tapent sur le programme nucléaire iranien. Et là, c'est à eux de décider comment ils réagir. Est-ce qu'ils acceptent que vraiment ils étaient frappés de façon importante et il faut maintenant entrer dans les négociations ou pas? Ils ont choisi au début une voie intermédiaire parce qu'ils ont frappé pas les Américains, mais Israël. Mais là, on voit que la décision au Téhéran était prise. Ils entrent dans un conflit absolument ouvert avec les Américains. Je ne vois pas d'autre choix pour le président américain que riposter. Siavash Ghazi, vous êtes avec nous en direct de l'Iran. Vous êtes notre correspondant en Iran. Racontez-nous un peu justement ce qui est annoncé là-bas officiellement.
Alors, c'est d'abord la télévision d'État qui a annoncé donc l'information en disant que l'Iran avait frappé donc la base donc américaine au Qatar. Ensuite, il y a un communiqué des gardiens de la révolution qui a été publié pour confirmer cette information en disant que l'Iran donc répondait de manière légitime aux frappes américaines en frappant donc la base la plus importante des États-Unis dans la région. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres bases qui ont été visées, puisque un peu plus tôt, certains médias iraniens disaient, ou internationaux disaient qu'une base américaine en Irak avait également été touchée, la base Ain al-Assad, donc qui a déjà été frappée par les Iraniens après donc l'assassinat du général Rassem Soleimani à Bagdad lors d'une frappe de drone américain décidée déjà à l'époque par les États-Unis. Donc la télévision montre en permanence des images du ciel qatari en disant que donc l'Iran il y avait une agression donc contre le territoire iranien et donc l'Iran avait légitimement répondu à cette agression. Le Bahreïn, vous restez avec nous, Siavosh, merci beaucoup. Général Paloméros, le Bahreïn qui dit maintenant donc avoir fermé son espace aérien. Si on fait un petit peu un point, c'est 40 000 soldats américains dans les bases de ces différents pays. Quelle est en fait la chance qu'une de ces bases soit véritablement touchée? Là, on a vu que les missiles étaient interceptés, mais il peut y avoir des dommages si l'Iran continue? Elles sont des importances dans le dispositif différentes, donc leur niveau de protection, malgré tout, est différent aussi. Donc il y a peut-être des bases, je ne les citerai pas, bien sûr, mais qui seraient peut-être des cibles plus faciles pour l'Iran, mais peut-être moins visibles aussi que ce commandement central à Udeid. Donc celle-là, elle était vraiment assez évidente. Mais pourquoi justement s'attaquer à la base dont ils savaient, les Iraniens, que de toute façon, elle était intouchable, entre guillemets? C'est du symbole. C'est du symbole. On a répondu et vis-à-vis du peuple iranien, voilà, le leadership, je dirais, iranien montre qu'il ne reste pas les bras ballants. Pour l'instant, sur ce qu'on en voit, avec toutes les précautions possibles, ça reste maîtrisé. Maintenant, ce n'est que le début, mais ça semble pas, ça ne semble pas être généralisé. D'ailleurs, est-ce que les Iraniens ont encore les moyens de faire des attaques généralisées? On peut se le demander. Les Israéliens sont passés par là quand même. Et autant de missiles en moins pour frapper Israël. Donc là, l'équation iranienne commence à devenir, me semble-t-il, un peu difficile, même si au départ, ils avaient peut-être 2 milliers de missiles. Mathieu Mabin, vous êtes toujours avec nous en direct de Washington. En fait, à quoi s'attend Washington, à quoi s'attend le président Trump maintenant, effectivement, que l'Iran a envoyé ses missiles contre cette base militaire américaine du Qatar? Qu'est-ce qui se dit un peu à la Maison-Blanche? Le président américain s'attend tout simplement à ce que ses subordonnés exécutent ses ordres, et ces ordres sont sans aucun doute une riposte brutale, comme Donald Trump l'a déjà formulé et promis au régime de Téhéran si le régime de Téhéran s'en prenait à une emprise ou à une base américaine. Et alors, effectivement, le choix de cette base au Qatar était probablement le pire des choix pour l'État iranien. Beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites sur votre plateau, mais on peut le répéter, bien entendu, que tout ce que les armées américaines possèdent de moyens désormais à proximité de l'Iran vont être concentrés sur un seul objectif, la destruction des lanceurs. Il est très difficile pour nous de savoir où en sont les Iraniens dans leur stock de missiles, alors que c'est une question absolument fondamentale. Est-ce que leurs soutes sont vides ou proches de le devenir? On a dit ici, dans les think tanks qui gravitent autour du Pentagone, qu'ils avaient à peu près 3 semaines de missiles. Ça veut dire à quelle fréquence, à quelle cadence? Bon, tout cela, c'est un petit peu au doigt mouillé, y compris chez les think tanks autour du Pentagone. On imagine bien entendu que les agences de renseignement américaines sont beaucoup mieux informées, quoique, mais il faut s'attendre tout simplement à une riposte extrêmement brutale qui va réduire à néant la capacité missile de l'Iran dans les prochaines heures, probablement. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington. Rida Bassis, une réaction peut-être sur ce qu'a dit Mathieu Mabin. A priori, il devrait y avoir une réponse américaine très forte. Oui, bon, ça, on va voir, mais parlons des missiles, parce que
Et selon les informations, certes, les Iraniens, ils ont utilisé des missiles de longue portée, pardonnez-moi, j'ai oublié le mot en français. Mais Qatar, c'est beaucoup plus proche qu'Israël. Oui, bien sûr. Donc là, on peut s'imaginer que si vraiment, s'il y a une riposte américaine et s'il y a une riposte à la riposte, les Iraniens, ils ont d'autres moyens qu'ils ne peuvent pas utiliser contre Israël, mais qu'ils peuvent utiliser si c'est vers la base au Qatar, la base au Bahreïn, aux autres endroits dans l'environnement. Parce que c'est plus proche, en fait. Mais proche. c'est tout de même très bien défendu, on a cette impression, Yasmina Asragoui. Je voudrais peut-être dire, parce que, bon, là, évidemment, c'est une évolution, c'est un épisode, évidemment, assez marquant. Je pense quand même que, par prudence, faut attendre de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, parce que ça donne, vous disiez, oui, pourquoi la base américaine d'Al Udeid, ça donne un peu l'impression, quand même, d'un ballet un peu orchestré et par les Américains et par les Iraniens. C'est-à-dire que le régime iranien ne pouvait pas ne rien faire. Voilà, je vous citais tout à l'heure les informations concernant le fait que le matériel le plus sensible avait été évacué de la base. Les Iraniens, bien sûr, le savaient. Donc, en fait, ils ont réagi en touchant une base dont ils savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas l'atteindre. Si ça s'arrête là, voilà, c'est ça que je veux dire. Si ça s'arrête là, est-ce qu'on va aller à une super escalade ou est-ce que les Américains vont riposter un peu plus moderato? Voilà, c'est à garder en tête, je pense. C'est à garder en tête et ça reste un dilemme, Yasmina Asragoui. Ouais, effectivement, soit on est en train d'assister à une escalade iranienne, à savoir que l'Iran est en train de répondre avec ce qu'ils peuvent et ce qui leur reste, option 1, et donc escalade, et là les États-Unis répondront avec davantage de force. Soit les Iraniens, avant de venir à la table des négociations, essayent de sauver l'honneur et d'éviter un maximum d'être totalement humiliés, ont passé un coup de fil pour prévenir de ce qui se passait, et là effectivement on a eu les bases irakiennes et de Al Udeid qui ont été évacuées dans les dernières heures. Le président américain est rentré à 13h, heure de Washington, 19h chez nous, en Situation Room, sachant que la base à Doha allait être attaquée. Donc, soit on est en train d'assister à une chorégraphie diplomatique qui précède une certaine séquence, soit on est en train d'assister à une escalade, et là, personne ne sait dire si l'étape d'après, c'est la chute du régime. Parce qu'hier, Trump avait été assez, et son équipe, par ailleurs, J.D. Vance et Marco Rubio ont dit de manière très claire, c'est pas à nous de libérer les Iraniens de leur régime, c'est soit aux Israéliens, soit eux-mêmes. Là, si ça va trop loin, on pourrait avoir la question du régime qui revient au centre des discussions. Rina Bassi, cette question du régime qui était encore abordée aujourd'hui par le gouvernement israélien. Donc, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de membres du gouvernement qui souhaitent cette chute du régime. Donald Trump était aussi ambigu, puisque sur son réseau Truth Social, après que le Pentagone ait dit qu'il ne s'agissait que des tirs sur les sites nucléaires iraniens, lui a ajouté que finalement, eh bien, s'il y avait un régime change, un changement de régime en Iran, eh bien, pourquoi pas? Donc, on voit bien effectivement que c'est aussi la prochaine étape. Oui, disons, si on écoute les déclarations officielles de Benjamin Netanyahu, ça ne figure pas parmi les objectifs israéliens, tout simplement parce que c'est considéré comme presque impossible d'arriver à ça à travers l'opération militaire israélienne. Et aussi, le Premier ministre israélien a dit aussi très clairement qu'à la fin, c'est au peuple iranien à se décider. Le peuple iranien doit se soulever. Avoir dit ça, quand même, la frappe américaine a changé un peu les dons parce que, justement, le président Trump a mis les Iraniens dans une situation où ils doivent choisir. S'ils doivent choisir, disons, s'ils choisissent la voie diplomatique, on ouvre dans une semaine les négociations. Pour les Israéliens, c'est un compte à rebours. Donc, il faut frapper, entre guillemets, le plus possible. Donc, ça vient aussi peut-être ou pas, mais au moins de l'affaiblir le plus possible jusqu'au moment où il y aura des négociations. Là, je crois qu'on s'éloigne de cette situation, cette possibilité. Mais disons, je suis tout à fait d'accord que c'est possible que les Iraniens, ils ont choisi de tirer très peu, juste pour faire un point. Mais ils ont fait ça quand même après avoir tiré déjà 2 fois sur Israël. Donc, ils auraient pu dire que la frappe contre Israël, c'était ça la réponse. Et après, on clôt l'histoire. Et ils ont choisi de ne pas le faire. Après la frappe israélienne, encore frapper les Américains.
Donc là, on commence quand même à avoir des doutes. Est-ce que c'est vraiment juste pour sauver la face ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus Général Paloméros, le Bahreïn, qui dit à l'instant, qui ferme d'ailleurs son espace aérien temporairement, voilà. Et puis également, on entend maintenant, on apprend maintenant qu'il y a plusieurs détonations entendues à Téhéran. Donc on ne sait pas si elles viennent d'Israël ou pas, mais effectivement, on est vraiment dans l'escalade. Le game changer, pour revenir là-dessus, c'était quand même les frappes américaines sur les sites nucléaires dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y avait pas d'ambiguïté et on savait très bien que le pouvoir iranien ne pouvait pas rester sans répondre aux Américains, spécifiquement. C'est quand même le grand Satan qui vient de frapper pour les Iraniens, pour le leadership iranien. Donc, c'est effectivement, moi je crois que tout ce qui a été dit est juste. D'un côté, peut-être pas une escalade, on va voir, ça appartient à Trump. S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a rien, tout a été bien, ça a été intercepté. On se souvient de la première phase entre Israël et l'Iran où ils y sont allés avec une certaine mesure. Peut-être qu'on retrouvera cette même phase-là, mais la menace continuera à perdurer. Est-ce que les Américains peuvent vraiment accepter ce niveau de menace? C'est l'ensemble, vous le disiez parfaitement, c'est l'ensemble du Golfe qui est visé potentiellement. Ça va perturber évidemment de nombreuses activités. C'est un élément à prendre en compte. Je crois que ça poussera sans doute les Américains à intervenir malgré tout. Je ne vois pas comment ils pourraient échapper à cette logique. Et le Qatar qui affirme donc maintenant qu'il se réserve le droit de répondre à l'attaque iranienne. Voilà la réponse du Qatar. Oui, Bruno. Bon, ça c'est une réponse un peu convenue. Que voulez-vous que dise le Qatar? Bon, après, franchement, les capacités militaires du Qatar, enfin, je ne suis pas un expert militaire, mais... Ils nous ont acheté des avions de combat. Oui, c'est vrai. Ils ont des Rafales. Ils peuvent très bien aller attaquer les cibles de missiles. Ouais. Mais moi, ce que je trouve au-delà de ce factuel, dont il faut voir comment ça va se développer dans les prochaines heures, parce qu'encore une fois, je pense que c'est important. Je pense que ça se joue beaucoup autour quand même de ces négociations. Pas tellement encore le regime change. Le regime change, c'est un peu, pour Trump, c'est un peu un moyen de sortir le marteau et de dire aux Iraniens, justement, venez négocier. Alors certes, à nos conditions... Capitulation, il lui avait demandé, oui, ça total. c'est Trump. Non, mais ça c'est Trump. Mais il dit, venez négocier. Alors certes, ce sera très dur la négociation, parce que, comme il dit Trump, vous n'avez pas de carte, vous n'avez quasiment plus de carte en main. Mais il y a quand même cette volonté de la part des Américains. Je ne parle pas des responsables israéliens, de la part des Américains, d'essayer quand même de s'en sortir par des négociations. Et Trump dit, je vous tends la main une fois, deux fois. En même temps, c'est ce qu'il appelle la paix par la force. J'utilise aussi la force quand il le faut. Et puis, au bout d'un moment, si vous ne voulez rien entendre, eh bien, effectivement, on passera peut-être à une autre phase. Mais il ne faut pas dire que les négociations sont absolument impossibles. Peut-être que ça ne se produira pas. Mais dans l'esprit de Trump, je ne pense pas que ce soit encore... totalement... La chute du régime iranien n'est pas totalement dans son esprit. Oui, parce que si vous reprenez même Donald Trump sur son réseau, il posait ça sous forme de question. Et il disait un changement de régime, pourquoi pas? Enfin, je cite de mémoire, mais enfin c'était ça. C'était pas les États-Unis veulent un changement de régime. Et le Bahreïn qui suspend temporairement à son tour son trafic aérien, donc après l'attaque iranienne de cette base américaine au Qatar. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Vous voyez qu'elle est quand même très importante. On parlait de 40 000 soldats au total, donc dans ce petit pays du Golfe, en Arabie Saoudite aussi. Oui, Général Paloméros, pour parler d'un plus grand pays. Oui. Un mot justement, est-ce qu'il y aurait une différence entre la stratégie israélienne et américaine finalement parce qu'on a vu qu'Israël a attaqué aujourd'hui la prison d'Evin à Téhéran, c'est un symbole très fort. Ils ont aussi attaqué le QG des gardiens de la Révolution à Téhéran. Donc même s'ils ne le disent pas, on a quand même l'impression que le régime est un peu la cible, alors que peut-être que pour Trump, ça n'est pas si clair. La différence entre les Israéliens et les Américains, c'est que du côté du Premier ministre israélien, il est quand même soutenu par sa base et son premier cercle aux États-Unis. Les conservateurs et les MAGA, jusqu'à Steve Bannon, ont expliqué de manière très claire qu'ils soutenaient une frappe chirurgicale sur le programme nucléaire iranien, mais ils n'avaient en aucun cas l'envie de soutenir un plan qui n'est pas ce sur quoi ils ont fait élire le président Donald Trump, à savoir qu'ils sont isolationnistes,
ils veulent protéger les États-Unis et les Américains. Et si on s'embarque dans une guerre plus longue avec des frappes beaucoup plus ciblées sur différentes zones en rétaliation, ça veut dire que la guerre se prolonge. Et donc, le président Donald Trump se retrouvera véritablement dans une position qu'il ne souhaite pas, parce qu'elle n'est pas celle de son camp politique aujourd'hui à Washington. Rina Bassis, général Palomero. Je crois que vous avez raison, mais son camp politique, il a quand même deux phases. Oui, et les durs des républicains, on sait la haine qu'ils vouent à l'Iran depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que les magas, ceux qui ont fait élire au bout du compte Trump, vous avez parfaitement raison. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent d'ailleurs, mais ça c'est... Ils sont plus isolationnistes. Sur cette comparaison, ils prennent le cas irakien, et aujourd'hui la phrase que tout le monde dit à Washington dans le premier cercle du président, secrétaire d'État et vice-président, c'est de dire les présidents précédents étaient des débiles. Donc quand ils faisaient la guerre en Irak, c'était des débiles, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, on a Donald Trump, donc tout ce qu'il fera sera chirurgical, et il ne s'embarquera pas dans une guerre de 20 ans comme en Afghanistan. Et c'est sans doute ce qu'essaye de faire l'Iran en répliquant, c'est de l'entraîner à réagir, ce que ne souhaite sans doute pas Donald Trump vis-à-vis de cet électorat-là. Est-ce qu'il le pousserait au crime? Je vous donne la parole, général Palomero. Ça serait quand même un jeu extrêmement dangereux, parce que là, ils sont quand même au bord du collapse. L'Iran, vous pensez Quel est le niveau d'affaiblissement de l'Iran aujourd'hui, d'un point de vue militaire général? Ils ont mis beaucoup sur la table quand même depuis le début de ce conflit. Ils sont épuisés parce que les sanctions, elles ne sont pas parfaites, mais elles pèsent quand même sur eux. Ils ont mis des années et des années à constituer ces stocks de missiles. C'est leur arme privilégiée. Ils n'en ont pas d'autres. Ils n'ont pas d'aviation. Ils n'ont rien d'autre. Donc, plus ça menuise et plus ils sont démunis, pour le coup. Regardez, l'espace aérien iranien appartient aux Israéliens. Je schématise, mais c'est pourtant vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la maîtrise de l'espace aérien. C'est un préacquis pour faire le reste. Donc, ils en sont là. C'est quand même un signe de faiblesse, un signe. Un mot justement, Rina Bassis, sur les objectifs des Israéliens quand ils ont touché aujourd'hui la prison d'Evin. Manifestement, là, on ne connaît pas exactement ce qu'il en est. Ou peut-être avez-vous des informations, vous, un peu sur le bilan justement de ce qui s'est passé à la prison d'Evin. Mais c'est une cible très particulière. D'ailleurs, ça a été condamné par Emmanuel Macron, le fait qu'ils aient touché cette prison, les Israéliens. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, d'abord, les informations que moi j'ai de la part des sources officielles israéliennes, que vraiment, ils ont visé que la porte. Donc, il y avait effectivement un symbole ici de la part des Israéliens, tant qu'ils peuvent encore frapper s'il n'y aura jamais de négociations. Donc, il y a aussi des frappes israéliennes pour déstabiliser le régime, sachant probablement que ça va pas amener à un effondrement de la régime, mais quand même l'affaiblir. Et ça, normalement, ça devrait aider l'administration américaine si jamais des négociations sont reprises. Il faut aussi dire, bien sûr, que les objectifs et les motivations des deux gouvernements sont différents, parce qu'Israël est face à un danger existentiel et les États-Unis non. Et donc chacun a ses motivations et chacun a son électorat. Et il ne faut pas oublier qu'on parle à l'administration américaine, il y a bientôt aussi le budget qui doit être accepté, ratifié aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, extrêmement important pour le président américain. Il ne peut pas risquer de mettre à dos son propre camp à lui. Donc là, il ne peut pas complètement ignorer ce que les autres républicains qui ne sont pas tout à fait contents de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ils doivent prendre compte de ce qu'ils disent. Il y a d'ailleurs une information qui nous parvient, mais c'est le site Axios, Bruno Darou, donc, a confirmé, disant que l'administration Trump était au courant de justement cette attaque iranienne qui allait donc avoir lieu sur cette base américaine d'Al-Udeid, donc au Qatar. On en revient effectivement peut-être à cette espèce de chorégraphie diplomatique, comme vous disiez tout à l'heure, assez justement. Donc, moi, je pense que c'est de l'ordre du symbole, mais peut-être quand même que les Iraniens essayent d'entraîner Donald Trump
sur une voie d'une riposte qui lui compliquerait la tâche vis-à-vis de son électorat. Après, concernant la prison d'Evin, en fait, effectivement, là aussi, c'est assez symbolique, effectivement, la porte. Après, c'est un signal envoyé quand même, parce que lors des manifestations précédentes, en 2019, surtout, et je crois aussi en 2022, il y avait eu, puisque c'est là que sont enfermés des centaines d'opposants au régime, il y avait eu beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes qui s'étaient rendus devant la prison d'Evin. Donc, en subliminal, c'est aussi, je pense, de la part des Israéliens, un message envoyé à la population iranienne pour dire, voyez, nous, on ouvre la porte, maintenant à vous de jouer, en quelque sorte. Et là, on en revient au changement de régime. Après, il y a l'aspect plus idéologique, mais qui concerne aussi le changement de régime, concernant les gardiens de la Révolution, qui est donc toujours l'armée idéologique, la deuxième armée d'Iran, qui dépend directement de Khamenei. Donc là aussi, il y a une visée politique de la part des Israéliens qu'on ne trouve pas chez les Américains. Siavash Ghazi, vous êtes à nouveau avec nous, notre correspondant en Iran. Cette cible, justement, de la prison d'Evin, comment l'ont-ils présentée à Téhéran? Quelles sont les informations données, justement, par les Iraniens sur les frappes israéliennes sur la prison? Il y a eu une vidéo qui a été diffusée par un site d'information proche des conservateurs, où on voit l'intérieur de la prison, notamment les bâtiments administratifs qui ont été soufflés par la frappe qui a visé en fait l'entrée de cette prison d'Evin, qui se trouve dans le nord de la capitale. Selon les différents médias iraniens, il y a eu des morts et des blessés, parce qu'à l'entrée de la prison d'Evin, il faut savoir, il y a des bâtiments de contrôle, donc des gens qui entrent à l'intérieur de la prison. Donc il y a des gardes de la prison, des gardiens de la prison qui se trouvaient sur place. Et c'est le missile qui a frappé cette partie de la prison a certainement fait des blessés et des morts. Et ensuite, les bâtiments qui sont administratifs, qui sont un peu plus loin, ont été soufflés par l'attaque, de même que, par exemple, un hôpital avec 48 lits à côté, à l'intérieur du campus, à l'intérieur de l'enceinte de la prison, a été également soufflé, et donc avec un incendie qui s'est déclaré. Alors, comment expliquer cette frappe? Les Iraniens ne donnent pas d'informations. Seulement, il y a un communiqué de la justice iranienne qui a affirmé que la prison était sous contrôle. En fait, j'ai visité il y a quelques années, lors d'une visite organisée par le pouvoir, cette prison. Il y a de nombreux bâtiments qui sont sur la pente de la montagne, et on monte pour y accéder. Et donc, les bâtiments de prisonniers sont gardés, se trouvent plus loin, bien plus loin, à quelques centaines de mètres, derrière les bâtiments administratifs. Mais on dit ici que peut-être le quartier des femmes a été endommagé ou soufflé en tout cas. Mais apparemment, il n'y a pas de blessés parmi les prisonniers ou les prisonnières. Dans cette prison, il y a non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des prisonniers de droit commun, de nombreux prisonniers de droit commun, mais aussi un quartier qui est contrôlé par le ministère des Renseignements, par exemple. Voilà le dispositif. En fait, ce qu'on pense ici à Téhéran, c'est que l'objectif des Israéliens n'était pas tant de permettre aux prisonniers de sortir, c'était de provoquer un rassemblement des familles des prisonniers inquiètes du sort de leurs proches détenus dans la prison, pour provoquer une manifestation. C'est dans le sens inverse, parce que les bâtiments où sont détenus les prisonniers sont beaucoup plus loin que l'entrée à quelques centaines de mètres de l'entrée de la prison. Merci Siavash Ghazi, notre correspondant en Iran. Cette prison, Bruno, il y a aussi des prisonniers, des binationaux, il y a Cécile Collère et Jacques Paris, les deux ressortissants français. Voilà, ce que la France appelle des otages d'État, qui sont aussi emprisonnés dans cette prison. Et apparemment, concernant Cécile Collère et Jacques Paris,
Voilà, tout va bien pour eux, quoi. Tout va bien pour eux. Hein. Ça, c'est effectivement la diplomatie française qui le dit. Et puisque la sœur de Cécile Kohler, c'est encore, on l'a entendu aujourd'hui, est très inquiète après ces frappes sur la prison. Un mot justement, Général Paloméros, avant de revenir tout de même sur l'origine, c'est-à-dire les frappes américaines quand même sur les sites nucléaires. Lorsqu'on tire effectivement sur une prison comme ça, pour vous, c'est le symbole, c'est une volonté quand même de faire chuter le régime. Ce qu'a dit votre réaction à ce qu'a dit notre correspondant en Iran? J'ai du mal, j'y pensais justement à établir un lien de cause à effet, le ciblage, avec en plus des otages. Ça me paraît un petit peu, dans cette guerre, il y a tellement d'autres cibles qui ont plus de valeur que, sauf à mettre la liberté. Enfin, je ne sais pas, à ce moment-là, on rentre dans la philosophie, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec du ciblage utile, quoi, si vous voulez. Je pense que les Israéliens, c'est une petite critique, hein, je l'assume, ont mieux à faire que ça, quoi. En fait, ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi ils l'ont fait, quand même. Oui, c'est ça, c'est la question. Bon, ça fait partie d'un vaste plan de frappe, et on sait que quand il y a beaucoup de frappes, il y a parfois des cibles qui sont choisies. Quand vous dites qu'ils ont mieux à faire, c'est-à-dire il faudrait qu'ils aient quel type de... Ils ont des cibles militaires. Cette prison, elle n'est pas sans risque quand même. Moi, je ne sais pas, on me dirait, voilà, donnez-nous des cibles à choisir. J'évalue les risques et s'il y a des otages, et en particulier des prisonniers binationaux et autres, je vous dis, on ne sait jamais. L'erreur est humaine, l'erreur technique est possible. Donc, c'est peut-être un risque superflu, mais c'est un commentaire. C'est votre opinion, analyse. J'ai vécu ça en Bosnie, donc j'ai vraiment piloté le ciblage des frappes contre les Serbes de Bosnie. Donc, j'ai appris à être prudent et à aller à l'essentiel, et surtout à des cibles qui en valent la peine et qui ne causent pas trop de dommages collatéraux. Donc cible militaire en particulier. Bien sûr. Rina Massis, vous vouliez réagir? Non, je comprends et je même partage l'avis du général, mais je pense que l'explication est assez simple et j'espère qu'il y avait aussi une estimation israélienne comme si, dès le début, qu'il n'y aura pas de... victimes, que la frappe était vraiment très ponctuelle. Mais la raison est simple. Cette prison, ça incarne le mal iranien, tout simplement. Ça personnifie d'une certaine façon la cruauté de ce régime vis-à-vis son peuple, pas vis-à-vis des Israéliens. Et donc, ça reste. Moi, je pense, voilà, je suis peut-être un peu en désaccord. Je pense non, que. Non, c'est pas un désaccord. C'est une différence d'analyse. Je pense qu'il y a un geste assez politique, quand même, envoyé à la fois au régime iranien et au peuple iranien. Parce que Benjamin Netanyahou, effectivement, il a toujours dit ce n'est pas nous qui allons faire le changement de régime. Mais si, quelque part, c'était peut-être ça le raisonnement, on peut aider le peuple iranien à se soulever. Bon, voilà, peut-être que c'est un geste comme ça. Ils ont aussi frappé aujourd'hui, on n'en parle pas là, mais le bâtiment des gardiens de la Révolution. C'est un rappel au monde, le QG des gardiens de la Révolution. Qu'est-ce que c'est le régime iranien? Bien sûr. Ça, c'est plus légitime, vous dites. Le QG, effectivement, des gardiens de la Révolution. Le monde le sait. Une réaction, Yasmina Assargis? Oui, je pense que je partage les avis qui ont été donnés, à savoir que c'est avant tout une frappe symbolique, de la même manière que lorsqu'il s'agissait de libérer l'Irak et la Syrie de Daesh. Certaines frappes ont été menées dans des lieux qui ont servi de centre de détention et de torture, notamment pour les yézidis. Donc on est sur une séquence de symboles et pas de grande stratégie militaire. Un mot sur les sites nucléaires, tout de même revenir sur cette opération Midnight Hammer. Un mot, marteau de minuit, général Paloméros. Difficile de dire, dit l'AIEA aujourd'hui, quel est exactement l'impact. Aujourd'hui, les Israéliens sont revenus à la charge sur le site de Fordo. Votre analyse, en fait, sur l'impact sur ces sites nucléaires? Alors, les experts disent qu'il y en a environ pour une semaine pour différentes raisons, pour pouvoir mesurer ce qu'on appelle l'évaluation des dommages après attaque, le Battle Damage Assessment. Ce que je retiens, c'est que les Américains et les Israéliens sont assez optimistes, je dirais assez optimistes sur l'effet de ces frappes. Pour l'instant, on en est là. Ils ont quelques éléments pour le penser. Il en faudra plus pour attester que... Donc optimiste, c'est-à-dire ils ont affaibli, ils retardent la possibilité de la mise en œuvre d'un programme. Que ces frappes aient eu un effet. Maintenant, il va falloir mesurer quel niveau et quel degré d'effet, mais ce ne sont pas des frappes pour rien. Elles ont touché
le dispositif. Il est trop tôt pour dire jusqu'à quel point. Est-ce que c'est un retard? Est-ce que c'est pour quelques mois? Est-ce que c'est pour plusieurs années? On ne sait pas. N'empêche qu'il y a un optimisme quand même. Ils ont frappé là où ils voulaient. Donc ça a été Fordo, précis. Natanz. Il y a même des bombes qui sont passées dans le même trou. Ils ont ouvert une brèche, et ça c'est intelligent. Sur le site de Fordo, vous voulez dire. Sur le site de Fordo. Ils ont ouvert une brèche avec une première bombe, et la deuxième, qui a fait un beau cratère, et la deuxième est passée. Et là, celle-là, elle est allée plus loin, évidemment, puisque la première, elle fait le job. Donc c'est vraiment le hammer de Midnight, et on a même plusieurs, sur le même clou. Et elles explosent après 60 mètres de profondeur. Plus le travail est fait de terrassement, en quelque sorte, et plus les bombes suivantes, elles peuvent rentrer plus profondément. C'est intelligent comme méthode. Il faut attendre quand même. Mais il faut la précision. Oui, voilà, il faut une précision métrique. Alors, des cas métriques. Non, mais exactement, il faut attendre plusieurs jours. Moi, d'après ce que j'ai lu, et qui viennent des experts, d'abord, apparemment, une bombe ou des bombes comme ça, les centrifugeuses, ce sont des objets extrêmement sensibles. Oui, donc, même s'ils n'ont pas atteint les centrifugeuses à 80 ou 100 mètres sous terre à Fordo, le simple impact, en fait, aurait complètement perturbé le système d'enrichissement. Après, deux bémols quand même. C'est pour ça qu'il faut effectivement attendre plusieurs jours. Quid des 400 kilos d'uranium enrichi? Est-ce que les Iraniens avaient prévu le coup, entre guillemets? Est-ce qu'ils se trouvent là-bas ou pas? Voilà. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des sites cachés, hormis Natanz, Fordo, etc. On en est pratiquement sûr. Et est-ce que, à ce moment-là, les Israéliens et les Américains ont les informations, ce qui va aussi conditionner la durée des frappes en Iran? Simplement pour ajouter ce qui n'est pas un détail, c'est que pourquoi aussi l'évaluation du dommage est difficile à faire, c'est parce que les impacts et donc la quantité d'explosifs qui a été dégagée crée des failles, crée des instabilités et crée ensuite quelque part des dommages secondaires aux infrastructures. Donc ils ont frappé, ça se fragilise et ça tombe éventuellement. Donc il faut attendre que tout ça se mette en place. Et je pense qu'on aura ça d'ici une semaine. D'ici une semaine, voilà. Maintenant, on apprend à l'instant, donc il n'y a pas de dommages. Donc ça, c'est après cette riposte de l'Iran sur la base américaine du Qatar, selon les Américains. Donc les Américains qui disent maintenant qu'il n'y a pas eu de dommages créés par cette riposte iranienne. Voilà ce qu'on pouvait en dire en tout cas. Merci à tous les quatre. Yasmina Asrarsguis, merci d'avoir été avec nous. Général Jean-Paul Palomero, Srina Bassis, merci Bruno Darou. Et merci à Mathieu Mabin qui était avec nous dans une grande partie de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.